Vous êtes bien sur Radio Liberté, il est l'heure de l'invité de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre. La Voix citoyenne reçoit pour ce numéro de l'invité de la semaine l'avocat et homme politique Benouende Sankara, président de l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris UNUPS. Il est également le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maître Benouende Sankara, bonjour à vous. Bonjour M. Oulon, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Tiona Sanogo est à la technique. Présentation Atiana Serge Oulon. Alors, vous êtes avocat, vous êtes homme politique, présenté pendant au moins 2 décennies comme l'un des plus fervents opposants de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à la majorité présidentielle. Déjà, comme d'opposant aujourd'hui allié de la majorité, vous vous sentez un peu dans ce costume d'un allié de la majorité présidentielle? Vous avez bien sûr dit que farouche opposant à M. Blaise Compaoré. M. Blaise Compaoré n'est plus là, il a fui le pays. Ça, c'est connu, suite à une insurrection populaire, historique. Et après le départ de M. Blaise Compaoré, nous avons fait des élections qui ont été, en tout cas, acceptées par l'ensemble des candidats. Et ces élections avaient été jugées aussi crédibles au regard des résultats obtenus, au regard du scrutin. Et nous avons obtenu 5 députés. Moi-même, j'ai été candidat. Et nous avons estimé qu'avec le président Roch-Marc Christian Kaboré et son parti politique, le MPP, nous pouvions constituer une alliance à même de consolider les acquis et surtout pérenniser la stabilité institutionnelle et politique dans notre pays, parce que sans paix, sans cohésion sociale, il est vain de parler de développement. Donc nous sommes dans la majorité présidentielle, non pas par le calcul politicien, mais c'est dans le prolongement de nos convictions, c'est-à-dire ce combat que nous avons toujours mené pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Est-ce que l'idéal Sankari se retrouve dans le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré? Tout à fait. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'UNUPS, nous sommes nés suite aux événements de Sapuy, et le parti a vu le jour en 2000. Donc il y a 18 ans que l'UNUMS a vu le jour. Rappelez-vous que en son temps, mon parti avait opposé un refus catégorique à rentrer dans le gouvernement dit d'ouverture qui s'était créé. Et vous avez vu qu'il y avait des partis sankaristes qui étaient allés. Le parti même auquel j'appartenais à l'époque, comme la Convention panafricaine sankariste, la CPS. La CPS, qui aujourd'hui d'ailleurs se retrouve dissoute dans l'UNIR-PS. Donc, notre vision du sankarisme à la création de l'UNIR-MS, c'était, dans un premier temps, lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité pour l'avènement d'une société vertueuse, mais fondée également sur la justice sociale. Aujourd'hui, ce que vous avez appelé à l'époque l'alternative sankariste. Tout à fait. En fait, l'alternative sankariste, c'est ce que nous avons appelé le programme alternatif sankariste. C'est-à-dire le programme politique que nous avons écrit plus tard pour proposer comme étant une alternative, comme étant un programme de gouvernement, c'est le PA, programme alternatif sankariste. Donc, ce programme-là, nous l'avons défendu en 2005, quand j'étais pour la première fois candidat à l'élection présidentielle. En 2010, et rappelez-vous qu'en 2010, notre programme était appelé le Burkindlum, avec une coalition de partis politiques. Et en 2015, effectivement,
le programme alternatif Sankaris, nous l'avons également défendu. Mais ça a donné le résultat qu'on connaît. Mais je vais dire que une alliance entre partis politiques a priori de gauche, ça se fait de façon stratégique ou de façon tactique. Parce que la conquête du pouvoir d'État n'est pas en ligne, n'est pas linéaire. Il y a certainement des bas, des hauts, en dents de scie, mais l'essentiel pour nous, c'est de rester constant dans notre lutte, dans notre vision. Et vous savez, chaque parti politique, notamment d'obédience sankariste, a sa façon de voir les choses. Nous sommes contre l'exclusion. Et rappelez-vous que déjà, nous avons appartenu à beaucoup de regroupements pendant l'opposition, le groupe du 14 février. Ensuite, nous avons été nous-mêmes le président d'un regroupement plus large qui s'est par la suite transformé en chef de file de l'opposition politique, où il y avait plus de 54 partis politiques de toutes les obédiences. Ça veut dire que l'UNIL-PS a mis au centre de son combat politique l'unité nationale, la cohésion sociale, comme je le disais, mais fondée vraiment sur la rupture dans la gouvernance. Est-ce que cette rupture est constatée dans la gouvernance aujourd'hui? Oui, cette rupture traîne les pieds. Il faut quand même être honnête et de le reconnaître, parce que les habitudes sont têtues. Je pense que pour qu'on parle de rupture, il faut effectivement que les mentalités changent. Les mentalités ne peuvent pas changer s'il n'y a pas beaucoup de conditions qui sont réunies, aussi bien à la base qu'au sommet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Rappelez-vous que sous le CNT, il y a eu la loi 04. Le Conseil national de la transition. Tout à fait, qui a légiféré. Mais aujourd'hui, on sent que le phénomène reste têtu. Si je prends l'exemple de la lutte contre l'impunité, beaucoup de dossiers traînent encore les pieds, même si l'appareil judiciaire en tant qu'institution a connu beaucoup de réformes qui avaient donné espoir aux Burkinabés de voir enfin la justice faire son travail. Il y a un ensemble d'éléments comme ça qu'on peut souligner pour dire qu'effectivement la rupture n'est pas effective pour la simple raison que on a l'impression d'une continuité du système. La continuité dans le changement. Tout à fait, la continuité dans le changement, parce que le système structurel reste là et qu'il faut bien sûr travailler à déstructurer. Et je crois que le combat que nous menons pour les différentes réformes, les changements que nous obtenons, même si c'est petit à petit, s'inscrivent effectivement dans ce cadre d'amener les Burkinabés, en tout cas, à changer carrément de mentalité, à quitter dans l'incivisme, à considérer un certain nombre de valeurs comme étant la sève nourricière de notre démocratie. Alors, tout à l'heure, vous avez développé un peu les motivations de ce ralliement à la majorité présidentielle. Vous avez évoqué des soucis de cohésion, d'unité nationale. Est-ce que, comme d'aucuns l'ont dit, au niveau de l'UNIPS, dans les rangs aussi, ça grondait parce qu'on se disait qu'on était fatigué dans l'opposition? Non, pas du tout. Chez vous, il n'y avait pas des gens qui étaient pressés d'aller manger, comme on le dit. Parce qu'on est fatigué d'être dans l'opposition. Vous l'avez dit, l'UNIPS, ça fait une quinzaine d'années d'expérience dans l'opposition politique. Et vous l'avez dit tantôt, farouche opposant à Blaise Compaoré. Non, je crois que quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour demeurer ad aeternam dans l'opposition. Un parti politique, en tout cas sérieux, se veut d'abord un tremplin d'éducation citoyenne, former les militants, mais principalement le parti politique vise la conquête du pouvoir d'État. Donc vous comprenez ces militants qui étaient fatigués d'être dans l'opposition au niveau de l'UNIPS? Je veux dire, s'il y a des militants qui étaient fatigués de militer dans l'UNIPS et qui voulaient coûte que coûte aller dans la majorité, ils ont leur raison. Mais je crois que pour ceux qui connaissent l'UNIPS, nous ne fonctionnons pas comme ça. L'UNIPS fonctionne sur la base de ses principes, c'est-à-dire du débat dans les organes du parti, dans les structures du parti, et les décisions sont prises après débat de la base jusqu'au sommet.
Nous avons décidé, par exemple, d'aller en alliance après un débat contradictoire au sein de notre bureau politique national. Et je crois que la décision a été prise à l'unanimité des membres de cette structure, qui est donc la structure qui vient tout juste après le Congrès. Et par la suite, le Congrès qui s'est tenu a approuvé la décision du bureau politique national. Donc c'est dire que c'est un organe représentatif du parti qui a pris la décision. Ce ne sont pas des militants isolement qui nous ont amenés à aller à une alliance quelconque. Mais avant que l'UNUPS adhère à la majorité présidentielle, il y a eu une vague de démissions dans vos rangs, des gens qui ont décidé de rejoindre le MPP justement bien avant le scrutin présidentiel. Et à l'époque, on avait dit que c'était des militants qui avaient dit que bon, eux, ils étaient fatigués d'être dans l'opposition. Est-ce que c'est ce qui vous est revenu effectivement, Maître Sankara? Oui, quelque part, il faut reconnaître que dans un parti politique, quand il y a des élections, après les élections, il y a un séisme. Souvent en amont comme en aval. Effectivement, en 2012, après les élections de 2012, il y a eu des mécontents. Tout comme après les élections de 2015. Avec à leur tête Fidel Kietga, qui était un de vos fidèles compagnons. Oui, il fut d'ailleurs mon directeur de cabinet quand j'étais chef de file de l'opposition. Et il a été ministre aussi, n'oubliez pas, de Blaise Compaoré. Au nom de votre... Non, pas du tout. Quand nous étions dans la CPS, et je vous disais que pour la petite histoire, en 2000, notamment en septembre 2000, j'ai été lapidé à Tema-Bokin parce que j'étais de ceux-là qui refusaient que la CPS, qui venait tout juste de naître, aille dans un gouvernement d'ouverture de Blaise Compaoré. Mais par la suite, des sankaristes donc, de ce parti, de cette formation politique-là, sont allés au gouvernement, donc qui est très fidèle. Et après, il vous a rejoint et finalement, il a décidé de claquer la porte et de rejoindre le MPP. Tout à fait. Mais dans sa lettre, il disait que par votre manière de gérer aussi le parti, vous êtes disqualifié de gérer, de vous présenter comme un sankariste. Bon, c'est lui qui le dit. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Fidel Kietga? Je n'ai pas de rapport particulier au plan politique avec lui, sauf que nous avons quelque part des relations d'affinité. Vous êtes originaire de la même province? Pas de la même province, hein. C'est mon cousin. Donc ça va au-delà de ça? Ah si, c'est mon cousin. Mais politiquement, on n'a rien à se dire. Alors qu'aujourd'hui, vous appartenez à la même grande famille de la majorité. Mais pas du même parti politique. Nous ne sommes pas de la même formation politique. Il est au MPP et moi, je suis à l'UNUPS. Alors, toujours cette décision d'adhésion à la majorité présidentielle avec la veuve Mariam Sankara, des informations aussi font état de ce qu'il y a brouillé entre vous parce qu'elle n'a pas compris que vous décidez de rejoindre ceux qui ont travaillé à asseoir le pouvoir du Front populaire, ceux qui ont assassiné... Là, je ne suis pas informé. Quels sont vos rapports avec Mariam Sankara? Ce sont les rapports que j'ai avec Mariam depuis des années. Parce qu'apparemment, elle a couru en vous et décidément après les élections que vous avez décidé de rejoindre le MPP. C'est vous qui le dites. Je vous pose la question, Maître Sankara. Non, je dis c'est vous qui le dites. Je ne suis pas informé de cela. Depuis que vous avez rejoint la majorité présidentielle... c'est peut-être une vue d'esprit, hein? Moi, je vous pose la question. Les auditeurs voudraient bien comprendre. Vous avez l'occasion d'expliquer. Peut-être que le journaliste se trompe. Vous vous trompez. Qu'est-ce qui se passe avec Metsa et Mariam Sankara? Mais rien de particulier ne se passe avec Mariam Sankara, ce que je vous dis. Je suis en contact, j'allais dire, au quotidien avec elle. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe autrement? Donc tout est au bord fixe? Ah ben, bien sûr. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Maître Benouende Sankara est notre invité. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On va continuer sur cette question politique. En 3 ans, quel bilan vous tirez au niveau de l'UNUPS de votre alliance avec le MPP pour gérer le pouvoir d'État? D'abord, c'est une expérience politique que nous n'avons jamais eu à connaître pour avoir été de tout le temps dans l'opposition. Cette fois-ci, nous sommes comptables, j'allais dire, du bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré, parce que nous sommes dans le gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba. Ensuite, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale et nous prenons part, en tout cas, aux lois qui sont votées par la majorité. Et je dois dire que, de ce point de vue-là, le bilan de l'action gouvernementale
nous en assumons notre part de responsabilité. Est-ce que vous êtes satisfait au jour d'aujourd'hui de ce qui se fait comme gouvernance politique? Non, il y a des critiques, il y a des insuffisances, il faut être clair. Mais cela ne veut pas dire que ça annihile, ça efface les efforts qui sont faits de façon post-insurrectionnelle pour que le Burkina Faso, qui à l'entame même du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, est confronté à des questions sécuritaires avec des attaques djihadistes, des attaques qui ne sont pas revendiquées, fasse quand même son chemin, parce qu'aujourd'hui il est clairement établi que malgré toutes ces difficultés-là, le Burkina Faso connaît quand même d'une croissance. Ce que la population ne ressent pas. Oui, mais bien sûr, parce que nous n'avons pas encore atteint une croissance à 2 chiffres. Voilà pourquoi l'UNIL-PS insiste sur la stabilité dans ce pays, sur la cohésion sociale, comme d'abord socle qui doit pouvoir permettre, en tout cas, le développement. Est-ce que ce n'est pas l'orientation en tant que telle, la direction prise par le pouvoir actuel qui pose problème, qui n'est pas la bonne? Ça, c'est une analyse, j'allais dire, politique. En tout cas, le MPP, sa direction politique, sa vision, c'est la social-démocratie. Et nous, à l'UNIL-PS, nous partageons la vision qui est qu'il faut une démocratie sociale véritable pour être un levier, en tout cas, de la stabilité institutionnelle, travailler à asseoir des institutions fortes pour qu'au fur et à mesure, eh bien, ceux qui vont venir aux affaires, que chacun puisse poser sa pierre de façon durable sur des fondements qui auraient été créés. Parce que je répète toujours à l'insurrection pour dire que pour moi, ça a été vraiment le top départ d'une nouvelle façon de voir la démocratie et de voir le progrès, notamment la justice sociale, dans un pays comme le Burkina Faso. Et cela a été aussi un exemple pour toute l'Afrique. Pourquoi ne même pas dire qu'aujourd'hui la France, avec les gilets jaunes, ont copié le Burkina Faso. Mais c'est une quête de peuple sous tous les cieux qui aspire à la liberté, au bien-être. Donc, de ce point de vue-là, je pense, en tout cas mon âme et conscience, qu'aujourd'hui, 3 ans après, il y a un vent favorable pour une démocratie véritable. Apparemment, ce que de nombreux Burkinabés ne partagent pas, si on en croit un peu le sondage d'opinion réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, à l'occasion justement de ces 3 ans d'exercice du pouvoir, le président, par exemple, a la note de 4,9 sur 10. 4,91. 4,91, si ça vous satisfait. Alors 4,91 sur 10. Oui. Vous avez 81,6% par exemple de Burkinabés qui ne sont pas satisfaits de la gestion de la situation sécuritaire générale. 78,6% de la population qui n'est pas satisfaite également de la politique de lutte contre la corruption. Vous avez 50% de Burkinabés qui ne sont pas satisfaits de l'action de façon globale du président Kaboré, et vous avez 23% qui ont confiance en fait à la capacité du PNDS dans l'exécution du programme présidentiel. Est-ce que tout cela, ce ne sont pas des chiffres qui amènent quand même à réfléchir, à se dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, contrairement à ce que vous dites? D'abord, ça c'est le sondage du CGD. Et c'est la même structure qui a toujours fait ces sondage depuis 2005 et qui a toujours propulsé, ou du moins qui a plus indiqué Blaise Compaoré comme victorieux 2005, 2010 et que les Burkinabés étaient contre la modification de l'article 37. Non, je ne mets pas en doute les résultats du sondage. Je dis, c'est le sondage du CGD. Il faut quand même leur attribuer ça. Mais il y a une certaine crédibilité. Bon. Ou bien vous en doutez? Je vous dis que je ne doute pas. Je ne fais pas de critiques ou de commentaires sur le sondage du CGD. Je voulais simplement dire qu'il y a eu aussi le sondage du Présimètre. Donc vous préférez prendre ce qui vous arrange en quelque... Vous préférez prendre ce qui vous arrange en quelque chose. Je vais être objectif. Allez-y, mettre ça. Voilà, je vais être objectif pour dire que demain, il peut y avoir peut-être un autre institut de sondage avec d'autres paramètres, je n'en sais rien. Toujours est-il que je ne vous contredis pas pour dire que le CGD fait du faux. Pas du tout. Je vais simplement dire, si 4,91, c'est à peu près la moyenne, ça veut dire
que ça rejoint à peu près ce que le présidimètre avait aussi dit, hein, parce que c'était 5, quelque chose. Donc, tout est-il que le président a 3 ans. Au deuxième sondage du CGD, le président avait cette même note, sauf que ça a dégringolé à la 3e année. Ça a dégringolé. Enfin, ça a reculé. Ça a reculé, si vous voulez, alors. Parce que les mots ont leur sens. Ok, ça a reculé, alors. Voilà, ça a reculé, mais on peut faire des bons, hein. On peut faire des bons. Mais toujours sur le même sondage, vous avez au moins 80% de Burundais qui estiment que la direction prise par le président n'est pas la bonne. Et que ce n'est pas la bonne direction. C'est le même sondage qui le dit du CGD pour la 3e année. Oui, mais quelle direction alors s'agit-il? C'est vous les politiques, c'est à vous non, le président a été élu sur la base de son programme qu'il a soumis au peuple burkinabé, qu'il a cité au premier tour. Et le même peuple aura la latitude d'apprécier le bilan du président en fin de mandat. Est-ce que ce n'est pas un outil de gouvernance aussi pour qu'en tant que politique, vous réfléchissez sur l'action qui est posée? Je suis d'accord que ces outils nous permettent de corriger et de mieux faire. Voilà pourquoi j'ai dit dès l'entame que je ne suis pas naïf pour ne pas accepter la critique et de reconnaître qu'il y a des insuffisances. Si aujourd'hui, ces instruments-là permettent à l'action gouvernementale de se corriger et de prendre une meilleure direction pour les Burkinabés, nous allons tous nous y engouffrer parce que ce que nous cherchons in fine, c'est le bonheur de ce peuple. Mais trouver les moyens nécessaires pour que les populations se retrouvent dans la vision, dans la direction, et tout ce qui a été relevé, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan de l'accès, ou tout ce que vous voulez, que les Burkinabés trouvent leur compte. Je crois que c'est ça qui intéresse, en tout cas, aujourd'hui, la majorité présidentielle. Pour l'UNUPS, on va revenir à votre parti politique. Qu'est-ce que l'UNUPS gagne en termes de retombées par rapport à cette alliance-là? Vous avez évoqué les 2 ministères que vous gérez. Vous êtes au niveau de la majorité parlementaire également à l'Assemblée. Quels sont les autres postes qui reviennent à l'UNUPS? Des postes. En dehors de cela, moi, je ne peux pas parler en termes de postes. Il n'y a pas de retombées au niveau de l'UNUPS. Vous ne positionnez pas vos cadres pour que vos militants puissent en profiter de la gestion du pouvoir. On appelle ça la gouvernance. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes comptables de la gouvernance. Ça veut dire quoi? Que les cadres de l'UNUPS, qui sont aussi des citoyens où nous respectons le principe de l'égalité de tous, vont compétir au même titre que tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Est-ce que les cadres de l'UNUPS sont positionnés dans la gouvernance? Satisfait, je ne dirais pas à 100%. Qu'est-ce qui reste, M. Sankara? Non, je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle du positionnement des cadres, il faut respecter les textes. Ce n'est pas un favoritisme. Par contre, quand vous avez un portefeuille ministériel, ça c'est une nomination. Les postes que nous avons à l'Assemblée nationale sont des postes électifs. Donc je ne sais pas si je peux mieux expliquer que ça. Par contre, nous n'allons pas, en tout cas au niveau de l'UNUPS, plaider pour qu'on puisse positionner un cadre de l'UNUPS en défaveur d'un autre qui serait par exemple plus méritant. Mais si un militant de l'UNUPS est méritant, qu'il ne soit pas brimé au profit d'un autre. Est-ce que ces militants méritants de l'UNUPS sont justement brimés ou sont positionnés indépendamment en dépit de la couleur politique? Non, mais vous savez, quand on parle, nous faisons ce qu'on appelle la conférence des cadres chaque année pour évaluer notre participation au processus. Mais cette année, le 4 août, nous avons fait la conférence des cadres. Ce qu'on retient, c'est que d'un point de vue de l'analyse et de la prospective, l'UNUPS apporte sans modestie à l'action gouvernementale. De deux, nous avons des cadres qui n'ont pas demandé forcément à être positionnés. Tout comme on a des cadres qui sont dans des ministères qui, bien sûr, ont eu de la promotion. Tout comme d'autres fonctionnaires de l'État. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas à stigmatiser sur l'UNUPS. Selon les informations qui nous reviennent, c'est qu'il y a un partage en quelque sorte de postes normaux qui devraient revenir à l'UNUPS. Vous avez évoqué les 2 ministères, il y a l'ambassade où vous avez un de vos militants. Oui. Il y a aussi des postes de haut-commissaire, de préfet. Est-ce que c'est une réalité? Si, c'est une réalité. Je vous ai dit la gouvernance de façon générale. Mais par rapport... Est-ce que le MPP respecte ce contrat? Par rapport au nombre de cadres que nous avons, j'allais dire c'est dérisoire. Ce n'est pas nous qui avons été élus, c'est le MPP.
Mais est-ce que le MPP respecte sa part du contrat? Parce qu'avant d'accepter d'aller à la majorité, de les soutenir pour former cette coalition majoritaire... Nous n'avons jamais fait un contrat de partage de postes avec le MPP, jamais, jamais. Donc au grand jamais. Il n'y a pas de contrat de partage de postes? Jamais. L'UNIR ne l'a jamais fait et ne le fera jamais avec Maître Sankara. Ce qui nous a amené à une alliance avec le MPP, je l'ai dit et je le répète, c'est notre engagement et notre conviction de faire de ce pays-là un pays d'une démocratie réelle et véritable. Et pourtant, certaines informations font état que ces derniers temps à l'UNIPS, on prospecte, on suit un peu les gestes au niveau des nominations, surtout pour les comptes rendus des conseils des ministres. Parce que les militants UNIPS qui sont positionnés sont décaillotés. C'est possible, moi je n'en sais rien. Mais je dois vous dire... Je vous pose la question. Non, je n'en sais rien. Mais laissez-moi parler si vous me posez une question. Je n'ai même pas encore fini de poser la question, M. Sankara. J'étais en train de vous poser la question. Est-ce que c'est vrai qu'à l'UNIPS, les militants du parti qui sont positionnés dans certains postes sont décaillotés dans certains ministères? Je peux parler? Allez-y, M. Sankara, c'est vous l'invité. Monsieur Oulon et ceux qui nous écoutent, moi, je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique. Jamais, jamais. Vous êtes un avocat, vous avez une profession libérale. Voilà, j'exerce une profession libérale. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'attachent au conseil de ministres tous les mercredis pour voir des nominations. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, chez nous, à l'UNIPS, cette question de nommer un militant de l'UNIPS relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Je crois. Un ministre a un pouvoir discrétionnaire d'organiser son cabinet parce qu'il est tenu au résultat. Moi, je ne vais pas, par exemple, demander au ministre Koutou ou au ministre Bassière, est-ce que vous nommez des gens de l'UNI ou des gens de l'UPC ou des gens du MPP? Mais si vous avez vos militants qui vous talonnent, qui voudraient bien quand même, ce sont des cadres, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de profiter de ce que vous avez un de vos militants qui occupe un portefeuille ministériel? Je n'ai jamais été talonné pour ça. Vous n'avez jamais été talonné? J'allais dire peut-être malheureusement, je n'ai jamais été talonné pour une nomination. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression aussi que certains ministres MPP tentent d'enlever coûte que coûte tous les militants UNIPS dans leur ministère? Si c'est cela, c'est regrettable de la part de ce ministre. Est-ce que c'est ce qui arrive? Parce qu'on prend l'exemple du MENA, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, où il semble qu'au niveau de l'UNIPS, on constate que chaque conseil des ministres, il faut s'apprêter, sinon ce sont des militants UNIPS contre des cagnottes. Si c'est un constat, ça veut dire qu'il y a une réalité qui a peut-être une origine. Parce que depuis la transition... un de vos militants, Samadou Koulibaly, qui gérait le ministère. Tout à fait. Après lui... il y a eu certainement des ministres successifs. Jean-Martin Koulibaly. Oui, et un autre... Actuellement, c'est Stanislas Ouaro. Voilà. Donc, ces ministres qui se sont succédés, chaque ministre vient certainement avec sa propre vision des choses. Mais est-ce qu'entre alliés, on doit se donner des coups en dessous de la ceinture? Non, je vais dire... je ne sais pas si vous savez ce que veut dire gérer un portefeuille ministériel, parce que le ministre reste celui-là, je l'ai dit, pouvoir discrétionnaire, qui a la latitude, en fonction de sa lettre de mission et des résultats auxquels il veut surtout atteindre, de mettre qui il veut pour atteindre ce résultat-là. Maintenant, l'UNIPS, tout comme au niveau de l'APMP, c'est-à-dire l'Alliance de la majorité présidentielle, où aujourd'hui nous sommes 44 partis politiques, on ne s'est jamais assis, s'il vous plaît, pour ceux qui écoutent et pour l'amour de ce pays-là, on ne s'est jamais assis pour dire dans une convention quelconque qu'il est question de partager des postes. L'UPS n'est pas allé à la majorité dans le cadre de l'APMP. Bon, l'UPS a négocié directement avec le MPP son alliance. Nous ne sommes pas allés, comme nos détracteurs le disent, ni à la soupe, ni à la mâchoire. Pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, vous avez posé des questions qui m'intéressent, qui sont fondamentales. Est-ce que, avec cette alliance, le pays s'est porté mieux? Est-ce que si l'UNIPS avait refusé cette alliance, le pays se porterait davantage mieux ou pas? Ça, ce sont des questions qui m'intéressent. Mais dire un militant n'a pas été nommé à un poste quelconque parce qu'il y a un ministre qui ne veut pas de lui, bon, franchement... Mais si à l'UNIPS, les actes sont scrutés et que le bureau politique se réunit... C'est vous qui le dites. Justement, je vous pose la question, pour confirmer ou infirmer M. Sankara. Est-ce que vous êtes un militant de l'UNIPS? Moi, je vous pose la question, parce qu'apparemment, vous posez des questions
comme si vous étiez un militant de base d'un secteur de l'UNIPS. Moi, je vous pose les questions juste pour comprendre. Mais vous posez des questions auxquelles je donne des réponses et je persiste en disant, même si vous revenez pour la millième fois sur la même question, que ce n'est pas une préoccupation essentielle ni de Maître Sankara, ni de la direction du parti. Donc au niveau de la direction du parti, vous n'avez aucun souci avec le ministère, particulièrement le MENA où on est en train de décailloter un à un vos militants qui avaient été positionnés depuis la transition, comme vous l'avez dit. Oui, mais ils ont été là à des moments donnés en des postes de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils devraient être là-bas de façon éternelle. Peut-être qu'on les a appelés ailleurs, là où le devoir les attend plus, je pense. On sert le pays à tous les postes de combat. Alors, à propos de cette alliance avec le MPP, est-ce qu'aujourd'hui l'UNIPS est satisfait en termes de retombées pour le parti? Vous me posez la question pour la millième fois. J'ai déjà répondu à cette question. Vous avez déjà répondu, vous ne voulez pas répondre à la question? Non, je ne veux plus me répéter. Parce que ce n'est pas la même question, Maître Sankara. Ah si, vous m'avez déjà posé la même question. Donc vous ne voulez pas répondre? Non, je ne veux pas répondre. Est-ce que c'est exact que le MPP travaille à affaiblir son allié, l'UNIPS, pour renforcer le NTD, où c'est estimé plus malléable, où on est sûr qu'on peut l'avoir à côté comparativement à l'UNIPS? Ça, je ne sais pas. Hein, mais je vous pose la question, Maître Sankara. Non, moi, je n'ai pas cette impression. Vous n'avez pas cette impression qu'on travaille à vous affaiblir? Pas encore, je n'ai pas cette impression. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Maître Benouende Sankara est notre invité. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, on va évoquer largement les dossiers judiciaires avec le 13 décembre, comme vous l'avez évoqué. Déjà, ça fait 20 ans que ça dure. Déjà, vous qui étiez au devant, vous êtes au devant de la lutte plutôt, avocat, puis acteur politique. Vous avez cumulé les deux casquettes. Aujourd'hui, quel souvenir vous revient un peu sur ces 20 ans de lutte-là, Maître Sankara? Parler de souvenirs sur ces 20 ans, c'est... Je ne sais pas par quel bout commencer, mais je vis au quotidien, depuis les 20 ans, cette lutte. Depuis ce lundi 14 décembre où nous avons trouvé les corps encore fumants, je dois dire que au quotidien, ça fait partie de ma vie. Maintenant, en termes de lutte, 20 ans, c'est un peu trop, mais c'est un peu peu au regard de la cause. En 20 ans, vous savez que beaucoup ne sont même plus de ce monde, qui étaient là au début. Nous avons encore la chance d'être là et de continuer à nous battre. Et Dieu merci, moi, ma satisfaction est que la relève est assurée. Aujourd'hui, nous avons la pleine conviction que l'étendard est porté par une certaine jeunesse qui peut-être, il y a 20 ans, il y en a qui étaient encore sur les bancs scolaires ou à l'université, qui aujourd'hui continuent de mener cette lutte. Et cette jeunesse a pris en son compte la plateforme rénovée du collectif, à savoir travailler, comme je le disais tout à l'heure, pour une démocratie véritable, parce que aujourd'hui la lutte que nous menons 20 ans après, d'une part, c'est exiger la vérité et la justice pour Norbert Zongo, mais d'autre part, c'est prendre à notre compte le combat pour lequel il a été tué. Parce que n'oubliez pas que Norbert Zongo a été tué pour un mobile politique. Donc, quand on regarde ces deux tableaux, d'un point de vue de la justice, on a beaucoup traîné. Je dis et je répète qu'il faut mettre dans les pertes et profits jusqu'à 2015 tout ce qui a été posé comme acte. Sauf que nous avons obtenu quand même devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Tanzanie, à Arusha, un arrêt historique, parce que cet arrêt, principalement, condamnait l'État de Burkina Faso pour avoir violé le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et enjoignait donc le Burkina Faso à reprendre la procédure. Donc, ça a été une base juridique, légale, qui a permis d'ailleurs la réouverture du dossier quand on a trouvé des éléments nouveaux. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ce dossier quand même avance. Il y a des inculpations. Il y a le cas François Compaoré. Ça nous permet justement, comme vous êtes avocat dans le dossier, de nous faire le point de l'évolution du dossier, de l'aspect judiciaire en fait. Donc, je laisse l'autre volet. Allez-y, on va y revenir. Bon, pour faire le point du dossier, j'avais commencé à expliquer la réouverture, parce que véritablement, c'est en 2015, sous la transition, qu'un juge d'instruction a été saisi sur les réquisitions du parquet. Mais cela a été possible parce que quand il y a eu l'insurrection, il a été trouvé sur
j'allais dire, la place publique, un certain nombre de documents qui ont permis aux juges de se rendre compte qu'il y avait des charges. Il y avait des charges nouvelles qui pesaient, en tout cas, sur des personnes. Et le juge a commencé son travail d'instruction. Il a donc pu inculper des gens. Et c'est dans ce cadre que François Compaoré aussi a été arrêté à Paris, mis sous main de justice. Et le Burkina Faso a demandé son extradition. À la suite d'un mandat d'arrêt. À la suite d'un mandat d'arrêt international. Mais à ce niveau, il faut préciser que l'État du Burkina Faso a posé des actes forts pour donner plus de chances de succès à la demande d'extradition formulée par l'État du Burkina Faso. Il s'agissait, entre autres, de ratifier les accords de coopération judiciaire entre le Burkina Faso et la France. Il s'agissait, entre autres, d'extirper de notre code pénal la peine de mort. Parce que c'était un prétexte qui était soulevé, urbi orbi, par Maître Olivier Sueur, l'avocat de François Compaoré, pour dire qu'on ne pouvait pas l'extrader parce qu'au Burkina, il y avait la peine de mort. À l'Assemblée nationale, nous l'avons supprimé, donc il n'y avait plus d'obstacle. Et la décision qui est tombée le 5 décembre... Un avis favorable de la Chambre d'instruction. En tout cas, nous avons appris que la France est favorable à l'extradition de François Compaoré. Maintenant, l'avocat de François Compaoré a fait un pourvoi en cassation. Aucun pourvoi n'est suspensif. Et pourtant, dans la procédure d'extradition, on nous a répété que la procédure est longue et qu'il faudrait attendre. Oui, là, c'est la procédure administrative, mais ce n'est pas la procédure judiciaire. C'est 20 ans, 13 décembre 2018. Quel sens vous donnez un peu à cette commémoration ou ce 20e anniversaire? Le sens, c'est la continuité dans l'engagement. Hein. C'est la continuité dans l'engagement. Vous qui étiez au devant, vous avez suivi, il y a eu des répressions, il y a eu un peu des traques, des poursuites, des chasses-poursuites. Qu'est-ce qui vous revient souvent? Est-ce que ce sont des images qui vous reviennent un peu en tête? Ce qui me revient et qui me rebute, c'est plutôt les perquisitions à mon domicile. J'étais l'objet souvent de perquisitions à des heures indues, à partir de 2 heures du matin, où on réveillait tout le monde, les enfants, mon épouse, on fouillait tout. Les enfants étaient traumatisés. Ça a duré pendant combien de temps? Je crois que de 2000 jusqu'en 2004 par là, ça n'a pas cessé. Hein. Qui ordonnait ces perquisitions-là? Je ne sais pas. Vous êtes avocat, vous n'avez pas cherché à savoir, mais, vous n'avez pas engagé de procédure. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Un jour, au petit matin, on toque à ma porte. Je sors, je vois 2 gendarmes qui me disent nous sommes venus par la hiérarchie vous donner une convocation. Je dis mais monsieur, c'est pas l'heure d'une perquisition. Je connais au moins mes droits. Je dis mais quand même entrez et asseyez-vous. On va attendre l'heure. L'heure arrivée, je les ai suivis. Alors, il se trouvait qu'il y avait Tolé Sayon aussi, et le président Alidou Edouard. On s'est retrouvés à la gendarmerie, et puis bon, ils nous regardaient comme ça, jusqu'à 29h, on était là, on ne savait même pas qui nous a convoqués. Et puis bon, après on nous fait monter dans un bureau où on a dressé une table, pour nous inviter à nous asseoir. Et le commandant de la gendarmerie de l'époque dit non, on vous a simplement invité pour prendre le café avec nous. Qui était le commandant de gendarmerie? Bon, c'est pas la peine. Vous voulez pas donner le nom? Pour le moment, non. Mais la personne qui nous écoute certainement sait de quoi je parle. Et vous avez pris le café alors? Si, on a pris le café et on est reparti. C'est comme lorsqu'on vous a traqué à la cathédrale aussi et qu'on vous a rasé. Oui, mais bien sûr. Donc, il y a eu... Mais je ne vais pas citer ça comme cas qui m'a beaucoup traumatisé par rapport aux perquisitions à domicile, à des heures où c'est pas moi. Parce qu'à la cathédrale, c'était moi. Même si je mourais, c'est une lutte avec des conséquences. La preuve, c'est que beaucoup de Burkinabés sont morts suite à cette lutte-là. Je me souviens encore du cas de petit Flavien Nébier, qui est arrivé de Boussé ensanglanté, pratiquement mort avant l'hôpital, que nous avons retrouvé dans sa civière. Ça, je me souviens. Mais, vous savez, le choc moral, psychique, tout ce qui a été, même nous raser, tout ça, là, ça rentrait dans ce cadre pour nous démoraliser. N'oubliez pas que nous avons été poursuivis, la direction du collectif, pour attentat à la sûreté de l'État, démoralisation de l'armée. Et on a été enfermés et traduits devant la justice burkinabé. Et nous avons eu plus d'une centaine d'avocats
dont l'actuel ministre de la Justice, Sidiki Kaba, pour nous défendre. Mais ça ne nous a pas découragés. 20 ans après, on est encore là et les choses ont changé. Quelles étaient les personnes qui étaient derrière toute cette manœuvre-là? Mais c'est Blaise Compaoré et ses ouailles et puis... Qui sont ces ouailles aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut les connaître? Ah si, on connaît certains, d'autres on ne connaît pas. Par exemple, Djibril Bassolé était le ministre de la Sécurité. Et c'est lui qui, naturellement, avait sous sa responsabilité les OPJ, les officiers de police judiciaire. C'est que ceux qui marchaient aussi avaient à leur trousse des milices. On avait cité le nom de Simon Compaoré aussi. Tout à fait, parce qu'il était le maire de Ouagadougou. Et vous savez, pour marcher, il faut avoir une autorisation. Et n'oubliez pas les zones rouges. Je me souviens que quand nous sommes allés en Alliance, la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai demandé à Simon Compaoré et les zones rouges. Il m'a dit, mais écoute, tournons la page, allons de l'avant. Maintenant, vous êtes des alliés. Nous sommes des alliés pour le bien du Burkina Faso, pour le bien de la démocratie. Et je crois qu'il faut avoir un esprit de suite et de tolérance dans ce qu'on fait. Parce qu'en politique, on ne dit jamais, plus jamais. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Benouende Sankara, est notre invité. Un autre dossier judiciaire, celui du président Thomas Sankara. La justice française qui a transmis un lot de documents d'archives au juge d'instruction burkinabé en charge de ce dossier. En fait, cette demande fait suite à une commission rogatoire lancée par le juge d'instruction burkinabé qui est en charge du dossier et qui fait aussi suite, en quelque sorte, au discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou. Aujourd'hui, comment vous prenez un peu cette nouvelle, la transmission d'un premier lot d'archives venant de la France pour permettre d'élucider le dossier Thomas Sankara? Je crois que si la France n'avait pas donné suite à cette commission rogatoire, ça allait être un scandale. Pour la simple raison que, après l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons, un doigt accusateur a été pointé sur la France. Et par la suite, on a parlé de la France-Afrique, on a parlé de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la domination française. Et on a dit, ce qui est sûr, la France ne sera jamais inquiétée parce qu'elle a les moyens de ne pas déférer à la justice burkinabé. Fort heureusement, il y a eu Macron avec la France d'En Marche. Je précise que j'étais moi-même sceptique parce que j'ai été plusieurs fois au Parlement français sous les socialistes pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire. On n'a jamais eu suite. On n'a jamais eu gain de cause. Donc, quand il y a eu ce changement et que Macron est venu à Ouagadougou, il a promis, en tout cas, que les archives seront déclassifiées. Bon, on était encore dubitatif. On s'est dit, c'est encore un discours politicien. Mais comme le Burkina Faso a déjà sa commission rogatoire qui a été créée, et comme je vous le disais, au niveau de notre pays, les autorités politiques ont pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus d'obstacles en accélérant la signature de la convention de coopération judiciaire, eh bien, la France était à l'aise politiquement pour permettre à la justice d'avoir accès aux documents déclassifiés et même à d'autres pièces. C'est ce premier lot-là qui vient d'être transmis par voie diplomatique et de cela, de la valise diplomatique, le juge d'instruction a reçu l'ensemble des pièces de ce premier lot et nous a officiellement informés. En tant qu'avocat? Tout à fait. Conseiller dans le dossier. Voilà, ici là, je crois que je... Ce n'est plus l'homme politique, ce n'est pas le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Non, je ne suis même pas là en cette qualité. On a parlé beaucoup plus de l'UNIL-PS. Et bien sûr, cette fois-ci, on parle de ma profession, où je suis beaucoup plus à l'aise que dans les autres questions où c'est plus compliqué. Donc, nous allons prendre connaissance des pièces qui ont été produites par la France. Nous allons nous-mêmes nous faire une opinion. Mais je dois préciser que ce n'est pas seulement les avocats de la famille du président Sankara. C'est tous les avocats qui sont constitués, qui ont accès à ces documents-là. Et les avocats des inculpés également? Tout à fait.
Aujourd'hui, ils sont au nombre de combien à propos du dossier Thomas Sankara? Le nombre d'avocats? Le nombre d'inculpés. On parle des plus connus, c'est généralement le nom de Gilbert Diendéré, le général Gilbert Diendéré qui revient de l'ancien président Blaise Compaoré. Je crois qu'il y a un mandat d'arrêt. Il y a Seth Kafando aussi. Qui est en fuite. Qui d'autre? Il y a Gabriel Tamini. Le journaliste retraité, oui. Bien sûr, il y a la plupart des sicaires dont les noms ont été cités dans l'affaire Norbert Zongo. Il y en a qui sont également cités dans l'assassinat du président Thomas Sankara. Et puis, bien sûr, il y a d'autres inculpations, mais je me garde pour le moment de révéler les noms. Un mot sur le 11 décembre, le Burkina qui a commémoré ce 11 décembre 2018 son 58e anniversaire de son indépendance. La cérémonie a été célébrée à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, sous le thème « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». Première question, déjà, est-ce que le Burkina assume son indépendance, Maître Sankara? Vous savez, nous tous, on a appris de nos dévanciers qui ont milité à la FEANF que ce sont des indépendances formelles. Et moi-même, je rentre d'Accra, où nous avons commémoré le 60e anniversaire de la conférence initiée par Kwame Nkrumah sur le panafricanisme. C'est pour dire que j'ai ma propre vision, ma lecture de ce que c'est que l'indépendance. Parce que l'indépendance sans pain et eau n'est pas une indépendance. Indépendance sans justice sociale n'est pas une indépendance. Mais il faut pousser l'analyse et la réflexion aujourd'hui pour reposer toutes ces problématiques dans un contexte d'abord international où nous voyons que les difficultés ne sont pas seulement inhérentes aux pays africains, mais les difficultés se posent à tous les niveaux où il y a une espèce d'accumulation des richesses entre les mains concentrées entre les capitalistes et où il n'y a plus de distribution au profit des masses populaires qui sont obligées, elles, de se soulever, de se battre pour obtenir leur liberté. Je dis leur liberté. Cette fois-ci, je ne parle pas d'indépendance, mais leur liberté et de s'assumer. C'est ça qui manque aujourd'hui au Burkina Faso et à l'Afrique. Une véritable liberté qui nous permette, comme le président Sankara l'avait dit, de prendre en main notre destin. Hier, je me flattais à réécouter le discours du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en France, où il reprenait exactement mot à mot ce que Sankara disait. Ça veut dire quoi? Si nous avons obtenu une république, si le Burkina a été constitué, déconstitué, ensuite on a eu une république, ensuite on nous a octroyé une indépendance, comme Iselvo l'a dit, quand vous sautez dans un feu, il y a forcément un autre saut à faire. Ça veut dire maintenant, il faut que nous travaillions à nous libérer pour que nous puissions, avec nos presque 20 millions d'habitants à l'intérieur de nos frontières, prendre en main notre destin pour assumer notre indépendance. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne direction? Vous revenez avec la question encore. Nous sommes sur le 11 décembre, Maître Sankara. Apparemment, cette question vous hante alors. Non, vous parlez de bonne direction. Moi, nous sommes sur la bonne direction. Vous savez, qu'est-ce qui a fait l'insurrection? On n'a pas décrété une vision politique, hein? Non. La bonne direction, c'est de créer les conditions idoines pour que le peuple ait cette liberté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'assumer. Et le Burkina Faso est quand même en Afrique l'un des rares pays où on a cette liberté-là. Alors, un mot sur cette polémique, ou du moins ce coup de gueule du président de l'Assemblée nationale à Manga, en rapport avec le 11 décembre justement, où il a dénoncé l'absence des autorités, dont le ministre d'État Simon Compaoré et d'autres ministres, au lancement, à l'ouverture de la foire du 11 décembre. Et il a parlé plutôt de boycott et que ces autorités ont préféré aller assister à une cérémonie d'inauguration d'un hôtel. Comment vous avez suivi un peu ce coup de gueule du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, Maître Sankara? J'avoue qu'à sa place, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que vous le lui avez fait savoir ça? On n'a pas eu l'occasion de se voir. Jusqu'à présent, vous êtes pas venu? Présentement, j'assure l'intérim d'ailleurs parce qu'il est en mission hors du pays. Donc vous, à sa place, c'était pas la peine de... Non, je pense que si effectivement il y a eu
un manque de coordination au niveau de la programmation des activités. C'était pas suffisant pour étaler des contradictions de ce type-là à la place publique. Mais pour certains observateurs, c'est une rivalité justement entre Alassane Bala Sakandé et Simon Komporé pour le contrôle du centre de Ouagadougou. Ah, vous m'apprenez beaucoup de choses. Bon, apparemment, le journaliste vous pose des questions et vous ne voulez pas répondre aux questions de Sankara. Monsieur Servoulon, moi je suis à l'UNIL PS. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Vous ne voulez pas répondre aux questions de Sankara. Mais j'en tiendrai compte. Je vais vérifier et me faire une idée. Les auditeurs vont apprécier dans tous les cas. Merci aux auditeurs. L'invité de la semaine s'arrête là. Radio Liberté recevait pour vous cette semaine, cette émission de l'invité de la semaine, Maître Benouendé Sankara. Il est le président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris. Il est également le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maître Benouendé Sankara, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir effectué le déplacement dans les locaux de Radio Liberté. Ça a été vraiment un plaisir pour moi. Tiona Sanogo était à la technique. Présentation Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.